Elle était une simple femme de ménage luttant pour sa survie. Il était un chef de la mafia, observant sa fille souffrir en silence. Puis, elle a accompli ce que des centaines de médecins n'avaient pu faire, redonner la marche à sa petite fille. Désormais, il ferait tout pour la garder près de lui, même au risque de détruire tout ce qu'il avait patiemment bâti. Les mains de Clara Bennett tremblaient en signant le contrat d'emploi. Non pas à cause du stress de travailler pour Matteo Reacci, bien que tout Chicago connaisse ce nom et la crainte qu'il inspirait, mais parce que ce salaire la sortirait enfin du gouffre des dettes médicales de son père. « Vous commencez aujourd'hui », déclara la gouvernante principale, Madame Chen, sans lever les yeux. « 3e étage, la salle de jeu, c'est votre seule tâche. » Clara cligna des yeux. « Une seule pièce ? La fille de M. Reacci l'utilise. Vous la nettoyez, vous l'entretenez, et vous restez invisible. » Les yeux de Madame Chen rencontrèrent enfin les siens, perçants et menaçants. « Cette fille est intouchable. Vous ne lui parlez pas. Vous ne la regardez pas de travers. Vous n'existez pas dans son monde. Compris ? » « Oui, madame. » La villa était immense, toute de marbre et de bois sombre, un lieu où même l'air semblait onéreux. Clara monta l'escalier en colimaçon, ses baskets usées silencieuses sur les marches polies. Arrivée au 3e étage, elle l'entendit. Le cri frustré d'un enfant, suivi de la voix clinique et calme d'un adulte. « Allez, Lucia, encore un essai, tu peux le faire. » Clara ralentit près de l'entrée. Par l'entrebâillement, elle aperçut une petite fille, âgée d'environ 10 ans, attachée à des attelles métalliques, qui ressemblaient à des instruments de torture médiévaux. Son visage était rouge, des larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'un homme en blouse blanche, probablement un kinésithérapeute, la tenait par les bras, essayant de la maintenir debout. « Je n'y arrive pas, » sanglotait Lucia. « Ça fait trop mal. Les médecins ont dit que ce modèle devait fonctionner. Il faut juste surmonter la douleur. » La poitrine de Clara se serra. Elle avait déjà entendu cette phrase dans des chambres d'hôpital qui sentaient l'eau de Javel et les faux espoirs. Surmonter la douleur, comme si la volonté pouvait réparer ce qui était brisé. Lucia tenta un pas. Sa jambe gauche céda immédiatement, et elle serait tombée si le thérapeute ne l'avait pas rattrapée. Le cri de douleur de la fillette résonna dans le couloir. « C'est assez pour aujourd'hui, » dit le thérapeute, sa voix lourde de défaite. « Même heure demain. » Clara s'éloigna rapidement de la porte, feignant d'examiner un tableau. Le thérapeute passa sans la remarquer, ses pas fatigués et lents. Après qu'il eut disparu au bas de l'escalier, Clara attendit 1 minute entière avant d'entrer dans la salle de jeu. C'était magnifique, mais d'une beauté triste. Des jouets remplissaient les étagères, la plupart intacts, encore dans leur boîte. Un lit à baldaquin trônait dans un coin, entouré d'équipements médicaux qui n'avaient rien à faire dans une chambre d'enfant. Au centre de la pièce, Lucia était assise dans son fauteuil roulant, essuyant son visage avec sa manche, essayant d'arrêter de pleurer. Clara garda la tête baissée et commença à épousseter les étagères, comme on le lui avait demandé. Rester invisible. Mais ses yeux ne cessaient de glisser vers les attelles abandonnés sur le sol, près des barres parallèles. Elle avait toujours été douée de ses mains, ayant passé ses années d'adolescence à réparer le vieux camion de son père, à construire des étagères avec du bois de récupération et même à réparer la machine à laver cassée de ses voisins. Les objets avaient un sens pour elle, d'une manière que les gens n'avaient pas toujours. Et ses attelles, quelque chose clochait. « Êtes-vous la nouvelle femme de ménage ?» La petite voix de Lucia brisa le silence. Clara leva les yeux, surprise. La fillette la fixait avec des yeux bruns curieux, qui semblaient dire trop matures pour son jeune visage. « Oui, » dit Clara doucement, « je m'appelle Clara, je suis juste là pour nettoyer. » Tout le monde est juste là pour nettoyer, ou me réparer, ou avoir pitié de moi, dit Lucia, sa voix non pas amère, mais fatiguée. Mais personne ne m'aide vraiment. Le cœur de Clara se serra un peu. Elle savait qu'elle devait rester silencieuse, faire son travail et encaisser son salaire, mais elle se retrouva à marcher vers les attelles, les ramassant avec précaution. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Clara. Lucia haussa les épaules. « Quand vous les portez, où est-ce que ça fait le plus mal ?» La fillette désigna sa hanche gauche et l'arrière de son genou droit. « Ici et ici. On dirait que quelque chose pince et tire en même temps. » Clara retourna les attelles dans ses mains, examinant les articulations, les sangles, l'angle des tiges de soutien, et puis elle le vit. L'attelle gauche était montée selon un angle incorrect, créant une torsion sur l'articulation de la hanche au lieu de la soutenir. La droite avait un point de pression exactement là où le genou se pliait, combattant le mouvement naturel au lieu de l'aider. « Celles-ci sont mal ajustées, » dit Clara, plus à elle-même qu'à Lucia. « Les angles, ils travaillent contre votre corps,
au lieu d'avec lui. Clara leva les yeux vers la fillette. « Me faites-vous confiance » Lucia hésita, puis hocha lentement la tête. « Je ne pense pas que ça puisse faire plus mal que ça ne le fait déjà. » Clara dénicha une petite boîte à outils dans le placard d'entretien, reconnaissante de son habitude de repérer où se trouvèrent les choses. Elle s'activa à desserrer les boulons, à ajuster les angles de soutien, utilisant des bandes de mousse souples d'un vieux coussin pour rembourrer les points de pression. Ses mains se mouvaient avec l'assurance née de longues années à réparer ce que tous les autres avaient abandonné. 20 minutes plus tard, elle souleva les attelles modifiés. « Voulez-vous essayer ?» Lucia semblait à la fois effrayée et pleine d'espoir, une combinaison qui la rendait encore plus jeune que ses 10 ans. Clara l'aida à enfiler les attelles, ajustant les sangles avec soin, s'assurant que rien ne pinçait ni ne tirait. « D'accord » dit Clara, se positionnant à proximité, prête à la rattraper. Doucement, très doucement, Lucia serra les barres parallèles, ses phalanges blanches. Elle inspira, déplaça son poids et souleva son pied gauche, puis le droit. Un pas, puis un autre. Aucun cri, aucune larme, juste des pas trop chancelants, incertains, mais miraculeux. Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Je marche. »« Vous marchez » murmura Clara, ses propres yeux brûlants de larmes. Et puis Lucia rit, un son si pur et inattendu qu'il sembla illuminer toute la pièce. Un instant, tout le reste disparut. La peur, les règles, les conséquences. Il n'y avait qu'une petite fille qui marchait pour la première fois de sa vie, et une femme de ménage qui osait tenter ce que des centaines de médecins n'avaient pu faire. Clara ne le savait pas encore, mais à cet instant, elle venait de tout changer. Matteo Reacci était en train de découper son steak lorsque Vincent, son chef de la sécurité, se pencha et lui murmura quelque chose qui le fit s'arrêter en plein milieu d'une bouchée. « Comment ça, elle a un marché ?»« La nouvelle femme de ménage, » dit Vincent calmement, jetant un coup d'œil aux 3 conseillers assis autour de la table. Elle a ajusté les attelles de Lucia. La petite a fait des pas, de vrais pas. Matteo posa lentement son couteau, sa mâchoire serrée. Autour de la table, ses conseillers échangèrent des regards. Une femme de ménage, Tony Marcello, son plus ancien conseiller, faillit s'étouffer avec son vin. « Vous êtes en train de me dire qu'une femme de ménage a mis la main sur un équipement médical d'une valeur de 10 000 dollars, Calais ? Elle n'a pas mis la main dessus, dit Vincent. Elle l'a réparé. Réparé ? Répéta Tony, sa voix dégoulinant de sarcasme. Où a-t-elle obtenu son diplôme de médecine ? Sur YouTube ? Les autres conseillers gloussèrent, mais Matteo ne les rejoignit pas. Sa fille était coincée dans ce fauteuil roulant depuis 3 ans de spécialistes venant de Boston, de New York, même de Suisse. 3 ans à entendre les mêmes mots. Thérapie progressive, traitements expérimentaux, peut-être un jour. Et maintenant, Vincent lui disait qu'une femme de ménage, une femme qu'il avait embauchée ce matin même, avait fait quelque chose en un seul après-midi. « Est-ce que Lucia est blessée ?» demanda Matteo, sa voix dangereusement calme. « Non, monsieur, elle va bien. Mieux que bien, en fait. Elle demande quand Clara pourra l'aider à nouveau demain. » Matteo se leva, laissant tomber sa serviette sur la table. « Je veux voir les enregistrements. » Ses conseillers le suivirent jusqu'à la salle de sécurité, leurs chaussures coûteuses claquant sur les sols en marbre. La pièce était tapissée de moniteurs montrant chaque recoin de la villa. Vincent afficha la caméra de la salle de jeu et rembobina jusqu'à cet après-midi. Matteo regarda en silence. Il vit Clara entrer dans la pièce, la vit ramasser les attelles et les examiner avec la concentration de quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'il regardait. Il la regarda travailler avec de simples outils, ajuster des pièces que les chirurgiens avaient juré être parfaitement positionnées. Et puis, il vit sa fille, sa petite fille, qui pleurait chaque nuit de douleur, se lever et marcher. 2 pas. Petit, chancelant, incertain, mais réel. Le visage de Lucia à l'écran était quelque chose que Matteo n'avait pas vu depuis des années. Une pure joie. Pas le sourire forcé qu'elle donnait aux médecins pour les faire se sentir mieux ou le visage courageux qu'elle portait pour lui. C'était un bonheur réel. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des moniteurs. Matteo continua de regarder, même après que les images eurent démontré Clara aidant Lucia à retourner dans son fauteuil roulant, même après qu'elles eurent commencé à parler et à rire ensemble comme de vieilles amies. « C'est insensé », déclara enfin Tony. « Nous ne savons rien de cette femme. Elle pourrait être... Elle pourrait être quoi ?» La voix de Matteo traversa la pièce comme une lame. « En train d'aider ma fille, car c'est ce que je viens de voir. »
Avec tout le respect que je vous dois, chef, nous avons des protocoles. Les décisions médicales passent par des professionnels. Et si elle avait blessé Lucia? Et si c'était une sorte de... Une sorte de quoi? Matteo se tourna pour faire face à son conseiller. Un plan élaboré? Elle va gagner notre confiance en faisant marcher ma fille? Il secoua la tête. Tu es paranoïaque, Tony. La paranoïa vous maintient en vie dans notre milieu. Et l'intelligence vous garde en avance. Matteo regarda de nouveau l'écran, s'attardant sur l'image du sourire de Lucia. Procurez-moi son dossier et amenez-la à mon bureau, immédiatement. 10 minutes. Plus tard, Clara se tenait devant le bureau de Matteo, essayant de ne pas montrer à quel point elle était terrifiée. Le bureau était tout en cuir sombre et en bois plus sombre encore, avec des tableaux qui coûtaient probablement plus cher que tout son immeuble. Matteo était assis derrière son bureau, son visage impénétrable, un verre de whisky intact devant lui. « Vous êtes Clara Bennett, dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, monsieur. 26 ans. Grandi dans le sud de Chicago. Père décédé l'année dernière. Pas de casier judiciaire. Vous avez travaillé dans une quincaillerie, puis dans un atelier de mécanique avant cela. » Il referma le dossier posé devant lui. Rien dans ces pages n'indique que vous ayez la moindre compétence en équipement médical. Clara sentit sa gorge se serrer. « Non, pas officiellement. » Alors, qu'est-ce qui vous a fait croire que vous pouviez toucher aux orthèses de ma fille? La question plana dans l'air, lourde de menaces. Clara savait qu'elle risquait de perdre son emploi, voire pire. Pourtant, en se remémorant le visage de Lucia, l'éclat d'espoir dans les yeux de la jeune fille, elle ne put s'empêcher de se dire qu'elle ne regrettait rien. « J'ai identifié le problème, » dit simplement Clara. Les angles étaient incorrects. Ils contraignirent ses articulations au lieu de les soutenir. C'était de la mécanique générale, mais à une échelle réduite. « De la mécanique générale, » répéta Matteo. Son expression demeurait impénétrable. « 800 médecins, et vous me dites qu'ils ont manqué quelque chose d'aussi élémentaire? Le prix ne garantit pas toujours l'exactitude, » échappa Clara avant qu'elle ne puisse se retenir. Elle regretta aussitôt son audace, mais l'expression de Matteo se modifia légèrement. Non pas de la colère, mais peut-être un soupçon d'amusement. « Mes conseillers pensent que vous êtes dangereuse, » dit-il. Le cœur de Clara rata un battement. Ils croient que vous êtes incompétente ou que vous manigancez une sorte d'escroquerie. Il saisit son verre de whisky, le faisant tournoyer une fois. Moi, je pense qu'ils sont stupides. Clara silla, incertaine d'avoir bien entendu. Matteo se leva, contournant le bureau pour lui faire face directement. Il était grand, imposant, avec une présence qui incitait instinctivement les gens à reculer. Mais ses yeux, lorsqu'il la regarda, n'étaient pas froids. Ils étaient empreints de fatigue, de désespoir et de gratitude, tout à la fois. « J'ai vu les images, » dit-il doucement. « Oh, j'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu le visage de ma fille. » Clara ne savait plus quoi dire. « Je me fiche du protocole, et je me fiche des diplômes que vous n'avez pas. » La voix de Matteo était ferme. « Continuez ce que vous faisiez. Tout ce dont Lucia a besoin, vous le réalisez. C'est compris ?» Clara hocha la tête, encore sous le choc. « Oui, monsieur. » Et Clara? Il se retourna vers son bureau. « Merci. » C'était une phrase si simple, mais venant de Matteo Reichi, cela ressemblait à une promesse sacrée. Clara quitta son bureau avec son emploi intact et autre chose encore. L'étrange sensation d'avoir franchi une limite qu'elle ne pourrait jamais effacer. Derrière son bureau, Matteo la regarda partir, puis reporta son regard sur l'image figée de son écran d'ordinateur. Sa fille marchant. Après tout ce temps, quelqu'un lui avait enfin redonné espoir, et il entendait protéger cet espoir de tout son être. Le lendemain matin, Clara arriva à la villa pour trouver Lucia déjà éveillée, et l'attendant dans sa salle de jeu, encore en pyjama. « Vous êtes matinale ?» dit Clara, surprise. « Je n'ai pas pu dormir. » Lucia s'approcha en fauteuil roulant, les yeux brillants d'excitation. « On peut essayer encore, s'il vous plaît. » Clara jeta un coup d'œil à la porte, s'attendant à moitié à voir apparaître Madame Chen pour interrompre la séance. Mais Matteo avait donné son approbation, et cela l'emportait sur toutes les règles de la gouvernante. « Voyons ce que nous pouvons faire. » Pendant l'heure qui suivit, elles travaillèrent ensemble comme une équipe. Clara apportait de petits ajustements aux orthèses, serrant une sangle ici, ajoutant un rembourrage là, tandis que Lucia décrivait précisément ce qu'elle ressentait à chaque pas. C'était un processus d'essai et erreur, mais le genre d'essai qui menait quelque part. « Mieux ?» demanda Clara. Après une nouvelle modification, Lucia fit 3 pas le long des barres parallèles, le visage plissé de concentration. Le côté gauche tire encore un peu, mais le côté droit est parfait maintenant. « Vous êtes une bonne observatrice ?» dit Clara avec un sourire.
La plupart des gens ne peuvent pas décrire ce qu'ils ressentent aussi clairement. J'ai beaucoup pratiqué. Les médecins demandent toujours où ça fait mal. Lucia s'arrêta au bout des barres, soufflant fort, mais tout sourire. Il n'écoute jamais mes réponses. Au troisième jour, Clara avait fouillé le débarras de la villa avec la permission réticente de Vincent et y avait trouvé des matériaux utiles. De vieilles ceintures en cuir devinrent des sangles ajustables. De la mousse provenant de coussins de patio usagés offrit un meilleur rembourrage. Un pupitre de musique cassé donna son mécanisme de poteau réglable, que Clara réutilisa pour créer un bras de soutien qui accompagnait Lucia au lieu de la contraindre. « Vous le construisez à partir de zéro », dit Lucia, observant Clara travailler avec fascination. « Pas à partir de zéro, je le mets juste à votre mesure. » Clara testa une articulation, s'assurant qu'elle coulissait en douceur. « Chaque personne est unique. Vos orthèses doivent s'adapter à vous, pas l'inverse. » Pourquoi les médecins n'y ont-ils pas pensé? Clara haussa les épaules. Parfois, les gens se concentrent tellement sur la solution coûteuse qu'ils oublient la simple. Chaque séance marquait un progrès. Le deuxième jour, Lucia avait traversé la moitié de la salle de jeu sans s'arrêter. Le troisième jour, elle avait parcouru toute la longueur, n'ayant besoin des barres parallèles que pour l'équilibre, non pour le soutien. La douleur qui la faisait autrefois crier s'était estompée en un inconfort gérable, celui qui venait de l'utilisation de muscles inactifs depuis des années. Ce que Clara ignorait, c'est que chaque session avait un public invisible. Matteo observait depuis son bureau via le flux de sécurité son café du matin refroidissant à mesure qu'il oubliait de le boire. Il contemplait la détermination de sa fille, ses rires quand elle réussissait, même ses larmes de frustration quand quelque chose ne marchait pas. Et il regardait Clara, patiente, encourageante, ne traitant jamais Lucia comme si elle était fragile. Vincent le trouva là le troisième jour, toujours rivé à l'écran. « Vous allez user cet écran » dit Vincent. Matteo ne détourna pas le regard. Elle vient de traverser toute la pièce. « J'ai vu, les gars en parlent. »« Qu'est-ce qu'ils disent ?» Vincent hésita. « Que c'est étrange. Pas étrange au sens négatif, juste étrange et inexplicable. Cette fille arrive, et soudain, Lucia fait des choses que 100 médecins disaient impossibles. Certains pensent que c'est un miracle. D'autres pensent qu'il nous manque quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas, patron, mais les gens deviennent nerveux quand ils ne peuvent pas expliquer quelque chose. Matteo finit par se détourner de l'écran. Dites-leur de se concentrer sur leur travail et de me laisser me concentrer sur le mien. Dans la cuisine, le personnel de maison avait ses propres théories. Madame Chen se tenait au comptoir, coupant des légumes, tandis que 2 autres domestiques chuchotaient à proximité. « Je vous dis, je l'ai vue dans la remise », dit Maria, la plus jeune femme de chambre. Elle démontait des meubles comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Qui fait ça ?»« Quelqu'un qui sait réparer les choses », dit Madame Chen sans lever les yeux. « Mon mari était pareil. Donnez-lui une radio cassée, il la faisait chanter avant le dîner. »« Mais l'équipement médical, c'est différent, n'est-ce pas ?» Madame Chen posa son couteau. « Peut-être que les médecins chics l'ont rendu trop compliqué. Peut-être qu'il fallait juste quelqu'un qui le voyait comme un problème à résoudre au lieu d'un chèque à encaisser. » Maria baissa la voix. « Quand même, c'est un étrange timing, vous ne trouvez pas? Une nouvelle femme de ménage arrive et devient soudain la personne la plus importante de cette maison. La personne la plus importante de cette maison est la petite fille à l'étage, dit fermement Madame Chen. Et si Clara peut l'aider, alors peu m'importe qu'elle soit arrivée sur une licorne. Nous devrions être reconnaissants, pas méfiants. » Maria se tut, mais le doute persistait dans ses yeux. Dans l'après-midi du 3e jour, Clara était assise sur le sol de la salle de jeu avec Lucia, toutes deux épuisées mais heureuses. Les jambes de Lucia étaient allongées devant elle, les orthèses enfin retirées pour un repos bien mérité. « Mon père me regardait essayer de marcher, » dit doucement Lucia. « Avant, je veux dire, quand j'étais vraiment petite, avant l'accident. » Clara la regarda. « Quel accident ?»« Un accident de voiture quand j'avais 7 ans. Un conducteur ivre nous a percutés. Ma mère est morte et mes jambes ont été écrasées. » La voix de Lucia était factuelle, mais ses doigts s'entrechoquaient sur ses genoux. « Papa n'en parle pas, mais parfois je le surprends à me regarder, et il a un air qui me dit qu'il se souvient. Ça doit être difficile pour vous deux. Il essaie de le cacher, mais je sais qu'il se blâme, comme s'il aurait dû mieux nous protéger ou quelque chose. » Lucia leva les yeux vers Clara. « Vous pensez qu'il nous regarde maintenant ?» Clara jeta un coup d'œil à la caméra dans le coin, si subtile qu'elle l'avait presque manqué. Elle n'avait aucune preuve que Matteo était à l'autre bout, mais elle savait. « Oui, dit-elle doucement. « Je pense que oui. » « Bien. » Lucia sourit. « Je veux qu'il voie que je vais m'en sortir,
que nous allons toutes les deux nous en sortir. » Dans son bureau, Matteo ferma les yeux et respira profondément, un souffle tremblant. Les mots de sa fille le transperçaient comme rien d'autre. Pendant 3 ans, il avait porté le poids de cette nuit, le moment où son monde s'était brisé parce qu'il n'avait pas conduit assez prudemment, n'avait pas vu assez vite le conducteur ivre dévier sur leur voie. Et maintenant, de manière impensable, une étrangère lui offrait une chance de croire qu'enfin, peut-être, il pourrait réparer ce qu'il avait brisé. Le matin du 4e jour commença par une embuscade. Matteo examinait des manifestes d'expédition dans son bureau lorsque sa porte s'ouvrit sans frapper. Tony Marcello entra, suivi de 3 autres conseillers principaux et du docteur Raymond Castillo, le chirurgien orthopédiste qui avait géré le cas de Lucia pendant 2 ans. « Nous devons parler », dit Tony en refermant la porte derrière eux. Matteo posa lentement ses papiers. « Vous savez que je déteste les réunions avant le café. Ça ne peut pas attendre. » Le docteur Castillo s'avança, son costume coûteux aussi impeccable que sa réputation. « Monsieur Ichi, je crois comprendre qu'il y a eu un incident concernant le protocole de traitement de Lucia. » « Un incident ?» Matteo s'adossa à sa chaise. « Ma fille marche. J'appellerais ça un progrès. » « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce n'est pas un progrès. C'est de l'imprudence. » Le médecin sortit un dossier de sa mallette. « Cette femme, Clara Bennett, n'a aucune formation médicale. Elle a modifié des équipements qui ont été spécifiquement calibrés par des spécialistes à Boston. Ce qu'elle fait est dangereux et potentiellement illégal. » Illégal. La voix de Matteo était dangereusement calme. Les dispositifs médicaux sont réglementés par la FDA pour une raison. Altérer ces équipements sans la certification appropriée viole la loi fédérale et, plus important encore, met Lucia en grave danger. Tony intervint, flairant une ouverture. « Patron, pensez à l'image que cela renvoie. Vous dirigez l'une des opérations les plus puissantes de Chicago. Les gens observent chacun de vos mouvements. Et en ce moment, on dirait que vous laissez une domestique quelconque jouer au docteur avec votre fille. Pourquoi? Parce qu'elle a eu de la chance une fois? » « Chance ?» répéta Matteo en serrant la mâchoire. « Comment appelleriez-vous cela d'autre ?» Un autre conseiller, Frank Rossi, intervint. 3 ans passés avec les plus grands esprits médicaux du pays n'ont pas pu aider Lucia, mais une jeune femme avec un simple diplôme d'études secondaires résout tout en un après-midi. Ce n'est pas de la médecine, patron. C'est un coup de chance ou une machination, ajouta Tony à voix basse. Le silence s'installa dans la pièce. Les yeux de Matteo se plissèrent. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?»« Je dis que nous ne savons rien de cette femme. Elle apparaît de nulle part, est embauchée pour une tâche bien spécifique, et soudain, elle devient indispensable. C'est l'infiltration par excellence. Patron, quelqu'un place une personne près de ce que vous aimez le plus, gagne votre confiance. »« Vous êtes fou ?» Matteo se leva, sa voix coupante. « Vous croyez que les Morettes ou les Costanos ont envoyé une femme de chambre pour se lier d'amitié avec ma fille? Dans quel but? Elle apprend à Lucia à marcher, et après, elle la kidnappe pendant une séance de thérapie? Je dis juste que nous devrions être prudents. Non, vous dites que je suis stupide. » Matteo contourna son bureau et fit face aux 5 hommes. Vous dites que je suis incapable de faire la différence entre quelqu'un qui tente d'aider et quelqu'un qui tente de nous nuire. Le docteur Castillo s'éclaircit la gorge avec diplomatie. Personne ne met en doute votre jugement, monsieur Ichi, mais les décisions médicales requièrent une expertise. J'ai travaillé avec Lucia pendant 2 ans. Je connais son cas sur le bout des doigts. Cette femme est ici depuis 4 mois et 4 jours, et en 4 jours, elle a accompli ce que vous n'avez pas pu faire en 2 ans. Les mots tombèrent comme une gifle. Le visage du docteur Castillo devint rouge. Peut-être, dit le docteur d'une voix raide, devrions-nous envisager d'envoyer Lucia à l'établissement en Suisse. Il dispose de nouveaux traitements expérimentaux, de robotique avancée. Vous vouliez l'y envoyer l'année dernière, l'interrompit Matteo. J'ai refusé parce qu'elle serait seule, effrayée, à des milliers de kilomètres de chez elle. Et vous m'avez promis que les attelles fonctionneraient. Vous rappelez-vous de cette promesse, docteur? La science médicale est complexe. Elle marche. La voix de Matteo était d'acier froid. Ma fille marche. Pas pourrait marcher un jour. Pas marche avec des machines expérimentales qui coûtent $1 demi-million. Elle marche maintenant avec des orthèses qu'une femme de chambre a réparées en utilisant des matériaux de récupération de mon entrepôt. Patron, tenta Tony. Nous nous inquiétons simplement de votre réputation. Si les bruits courent que vous laissez une personne sans licence... Ma réputation? Matteo rit, mais il n'y avait aucune once d'humour dans son rire. Vous voulez parler de réputation?
Pendant 6 ans, les gens ont chuchoté que Matteo Reacci n'avait même pas su protéger sa propre famille, que j'avais laissé ma femme mourir et ma fille devenir infirme parce que je n'avais pas été assez prudent. Vous croyez que je me soucie de ce que ces gens disent maintenant que Lucia a retrouvé l'espoir? Il ne s'agit pas seulement de ce que les gens disent, reprit Franck avec prudence. Il s'agit de responsabilité. Si quelque chose tourne mal, si Clara commet une erreur et que Lucia est encore plus blessée, alors j'y ferai face. La voix de Matteo était sans appel. Mais pour l'instant, la seule erreur que je vois, c'est cette conversation. Le docteur Castillo rajusta sa cravate, son masque professionnel reprenant sa place. Je déconseille fortement cette ligne de conduite. Pour le dossier, notez, et pour le dossier, vous êtes renvoyé. La pièce se figea. Matteo, commença Tony. Il a eu deux ans et un chèque en blanc, dit Matteo en fixant le docteur. Clara a eu 4 jours et une boîte à outils. Je sais quel investissement a porté ses fruits. Vincent vous raccompagnera, docteur. Le visage du docteur Castillo devint pâle, puis rouge. Il ouvrit la bouche, la referma, puis saisit sa mallette et sortit sans un mot. Après son départ, Matteo se tourna vers les conseillers restants. « Quelqu'un d'autre veut me dire comment gérer ma famille ?» Tony leva les mains. « Patron, nous essayons juste de vous protéger. Alors protégez-moi en faisant votre travail. Surveillez les quais, gérez les routes, occupez-vous des morettes, mais laissez les soins de Lucia à quelqu'un qui se soucie réellement d'elle, plutôt que de sa réputation. » Il retourna à son bureau, les congédiant. « C'est terminé ici. » Les conseillers sortirent discrètement, mais la tension les suivait comme une fumée. Dans le couloir, Tony tira Franck à part, sa voix basse. « C'est grave, il perd son objectivité. »« C'est un père, » dit Franck. « Pouvez-vous le blâmer ? Je le peux quand cela le rend vulnérable. » Tony jeta un coup d'œil à la porte du bureau fermée. « Gardez un œil sur la femme de chambre, peu importe ce qu'il dit. Personne n'est aussi bon sans une raison. Découvrez la sienne. » Franck hocha lentement la tête. « Et si nous n'aimons pas ce que nous trouvons, alors nous nous en occuperons discrètement, pour son propre bien. » Dans son bureau, Matteo se tenait à la fenêtre, observant les jardins où Clara aidait Lucia à s'exercer à marcher sur l'herbe pour la première fois. Ses mains tremblaient, non pas de colère envers ses conseillers, mais de la terrifiante réalisation qu'ils avaient probablement raison sur une chose. Il accordait toute sa confiance à une femme qu'il connaissait à peine. Et si cette confiance était mal placée, il perdrait sa fille encore une fois. 2 jours plus tard, Clara avait cessé de considérer la salle de jeu comme un simple lieu de travail. C'était devenu un espace différent, un laboratoire d'expérience, un terrain d'entraînement, un sanctuaire où les règles du monde extérieur semblaient s'estomper. « Bien, c'est l'heure de la théorie », annonça Clara, assise en tailleur sur le sol, tandis que Lucia se tenait au bar parallèle. « Et si nous abordions cela sous un autre angle ? Qu'entends-tu par là ?» demanda Lucia, curieuse. Tout le monde traite la marche comme une tâche immense et effrayante à maîtriser. Mais si ce n'était que marcher, et si nous en faisions quelque chose d'amusant? Lucia haussa un sourcil, rappelant étrangement son père à cet instant. Amusant, Clara? Je suis littéralement en train de réapprendre à me servir de mes jambes. Exactement. Alors, rendons cela passionnant. Clara se leva d'un bond et saisit un rouleau de ruban de masquage de sa boîte à outils. Elle commença à tracer des bandes sur le sol, créant un chemin sinueux. « Tu as déjà joué à la marelle ? » ?»« J'ai vu d'autres enfants y jouer. »« Eh bien, maintenant, tu vas y jouer. » Clara termina le parcours, aménageant les espaces suffisamment larges pour les attelles. Marcher en ligne droite, c'est ennuyeux. Voyons si tu peux suivre ce chemin. Et si tu parviens au bout, tu pourras choisir ce que nous ferons demain. Les yeux de Lucia pétillèrent de défi. N'importe quoi ? Dans la limite du raisonnable. Pas question de t'emmener clandestinement à un concert, par exemple. D'accord. Ce qui commença comme un simple jeu se transforma en 1 heure de rire. Lucia tituba, corrigea ses mouvements, faillit tomber 2 fois, mais Clara était toujours là, ne la rattrapant pas immédiatement, mais suffisamment proche pour que Lucia se sente en sécurité d'essayer. Et elle essaya, effectivement. Pied gauche sur le bleu, pied droit sur le rouge, annonça Clara telle une animatrice de jeu télévisé. Et elle se dirige vers le coin. Oh, c'est un angle difficile. Oui, elle y arrive. Lucia rit si fort qu'elle dut s'arrêter pour reprendre son souffle. Tu es ridicule. Je suis motivante. Il y a une différence. Depuis le couloir, Matteo observait, tapi dans l'ombre. Il ne voulait que jeter un coup d'œil, mais quelque chose le retenait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait entendu sa fille rire ainsi, franche et sincère, sans la tristesse qui habitait habituellement sa voix. Clara le remarqua cette fois.
Leurs regards se croisèrent, et, pendant un temps, aucun d'entre eux ne bougea. Matteo s'attendait à ce qu'elle se crispe, qu'elle devienne formelle et prudente, comme tout le monde avec lui. Au lieu de cela, elle sourit simplement, un petit sourire complice qui disait « Vous voyez, je vous l'avais dit », puis se tourna de nouveau vers Lucia. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Les deux jours suivants, la salle de jeu se métamorphosa. Clara y introduisit de la musique, diffusant tout, des chansons pop aux pièces classiques, pendant que Lucia s'exerçait. Elle apprit à Lucia quantité de blagues exécrables, qui firent geindre et rire la jeune fille en parts égales. « Pourquoi l'épouvantail a-t-il gagné une récompense » demanda Clara, le sixième jour. « Je ne sais pas, pourquoi ? Parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. » Lucia lui lança un oreiller. « C'est la pire blague que j'ai jamais entendue. À ton tour, viens reprendre cet oreiller. » Et Lucia le fit, marchant 6 pas complets, sans les barres justes pour plaquer Clara avec un oreiller. Elles finirent toutes les deux par terre, riant comme des sœurs. Madame Chine aussi constata le changement. La villa, silencieuse comme un musée pendant des années, avait retrouvé la vie. La musique s'échappait du troisième étage. Les rires résonnaient dans les couloirs qui n'avaient connu que des chuchotements. Même le reste du personnel semblait plus léger, comme si la joie de Lucia était contagieuse. Le septième jour, Clara introduisit ce qu'elle appela le parcours de défi, un chemin à travers la salle de jeu, utilisant les meubles comme point de repère, une chaise à contourner, la bibliothèque à toucher, la fenêtre à atteindre. Lucia s'y consacra avec une détermination féroce, sa nature compétitive apparaissant au grand jour. « Tu sais, » dit Lucia, marquant une pause à mi-parcours, « mon père jouait à des jeux avec moi avant. » Clara lui tendit une bouteille d'eau. Avant l'accident. Oui, il était différent alors. Il souriait davantage, riait. Lucia regarda le sol. Maintenant, il a l'air fatigué tout le temps, et triste. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Perdre ta mère, s'inquiéter pour toi. J'aimerais pouvoir le rendre heureux à nouveau. La voix de Lucia était menue. Comme avant. Clara s'agenouilla pour être à sa hauteur. Tu veux connaître un secret? Je crois que tu l'es déjà. Comment? Parce que tu te bats. Tu n'abandonnes pas. Et chaque fois qu'il te voit faire un pas de plus, je parie que ça lui rappelle que de bonnes choses peuvent encore arriver. Clara toucha la main de Lucia doucement. Tu es son espoir, ma puce. C'est mieux que le bonheur. Lucia réfléchit à cela, puis hocha la tête. Tu m'aides à finir le parcours? Je veux le faire en entier, sans m'arrêter, pour qu'il puisse voir. Il regarde. Toujours. Lucia jeta un coup d'œil à la caméra, puis sourit. Salut, papa. Dans son bureau, Matteo sentit sa gorge se serrer. Il fit un signe de la main à la caméra, même s'il savait que Lucia ne pouvait pas le voir. Ce soir-là, alors que Clara s'apprêtait à partir, elle trouva Matteo dans le hall. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, l'air plus incertain qu'un homme de sa stature ne devrait jamais l'être. « Clara, » dit-il, sans la regarder vraiment. Un instant, elle s'arrêta, son sac sur l'épaule. « Bien sûr, Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Merci pour ce que vous faites. Pas seulement la marche, mais tout le reste. » Quoi d'autre? La faire sourire, la traiter comme une enfant normale, juste une enfant. Sa voix était rauque. D'autres la traitent comme de la porcelaine. Des médecins, des thérapeutes, parfois même moi. Mais toi, tu lui lances des oreillers et tu la fais courir dans toute la pièce. Clara sourit. Elle est plus forte qu'on ne le pense. Je sais. J'oublie parfois. Matteo la regarda enfin, et Clara fut surprise par ce qu'elle vit dans ses yeux. Non pas le chef de la mafia redouté, mais un père épuisé qui avait suffoqué pendant trois ans et qui apprenait seulement à respirer de nouveau. Tu lui as donné ce que je ne pouvais pas. Tu lui as rendu son enfance. Tu lui as insufflé de la force, dit doucement Clara. Je lui ai juste donné une raison de l'utiliser. Ils se tenaient là, dans la lumière déclinante, deux êtres issus de mondes opposés, unis par une fillette de 10 ans qui réapprenait à marcher. Quelque chose passa entre eux, de la compréhension peut-être, ou une reconnaissance mutuelle, l'admission qu'ils luttaient tous deux pour le même objectif. « Bonne nuit, Clara, » dit Matteo finalement. « Bonne nuit, monsieur Ricci. » En la voyant partir, Matteo réalisa que la villa ne lui semblait plus un tombeau. Elle ressemblait à une maison, et cela l'effrayait presque autant que cela lui donnait de l'espoir. Clara se réveilla à 3 heures du matin, avec une idée fulgurante. Elle avait rêvé de Lucia peinant au bord des barres parallèles, constamment dépendante d'elle pour son équilibre, jamais vraiment libre. Dans ce rêve, Clara avait perçu la solution,
non pas des orthèses fixées aux jambes, mais une structure qui accompagnait le corps, s'adaptant en temps réel et apprenant. Lorsqu'elle arriva à la villa à 8 heures, elle avait déjà esquissé le design sur une serviette en papier taché de café. « On dirait que tu n'as pas dormi », observa Lucia de son fauteuil roulant. « Non, mais j'ai eu une idée. » Clara sortit la serviette, montrant à Lucia le croquis esquissé. « Et si tu n'avais pas besoin des barres du tout ?» Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Comment ? Une structure, mais pas rigide. Quelque chose qui s'adapterait à ton centre de gravité quand tu bouges, comme des petites roues qui pensent. » Clara cataloguait déjà mentalement ce qu'elle avait vu dans le débarras. « Il me faudra quelques heures pour le construire. Tu veux aider ? Tu plaisantes ? Oui. » Elles fouillèrent le débarras comme des pirates en quête de trésors. Clara dénicha un ancien porte-manteau avec une base lestée, un lampadaire cassé doté d'un bras réglable, des tuyaux en PVC de rechange provenant d'une rénovation de salle de bain inachevée et des poignées en mousse d'anciennes béquilles. Pour n'importe qui d'autre, c'était des débris. Pour Clara, c'était une multitude de possibilités. Lucia devint son assistante, maintenant fermement les pièces pendant que Clara perçait et boulonnait, tendant les outils avec la précision d'une infirmière chirurgicale. Elle travaillait dans un silence de connivence, ponctué occasionnellement par les explications de Clara. La base lestée assure la stabilité, mais ces roues lui permettent de bouger avec toi, expliqua Clara, fixant des roues de patins à roulettes trouvées dans une boîte étiquetée Lucia, 7 ans. Et ce bras s'ajuste vers le haut ou vers le bas, selon le soutien dont tu as besoin. C'est toi qui le contrôles, pas l'inverse. On dirait une scène de film de science-fiction, s'exclama Lucia, contemplant l'étrange assemblage prendre forme. On dirait l'espoir, corrigea Clara. À midi, elles avaient assemblé quelque chose qui ressemblait davantage à une pièce d'art moderne qu'à un équipement médical. Un cadre à roulettes doté d'un bras de support réglable que Lucia pouvait saisir, des poignées à plusieurs hauteurs, et une conception qui glisserait à travers la pièce au lieu de s'y opposer. « Prête à l'essayer ?» demanda Clara. Lucia mordit sa lèvre, à la fois nerveuse et excitée. « Et si ça ne fonctionne pas ? Alors, nous essaierons autre chose. C'est à cela que servent les expériences. » Clara l'aida à se tenir debout, positionnant le cadre devant elle. « Voici le principe. Tu n'as pas à l'utiliser comme un déambulateur. Imagine-le comme un partenaire de danse. Il suit tes mouvements. » Lucia serra les poignets, sentit la stabilité du cadre sous ses mains. Puis, elle prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Le cadre se déplaçait avec elle, ses roues glissant en douceur, son bras de soutien fléchissant, juste assez pour l'aider à garder l'équilibre sans la contraindre à une position rigide. Elle fit un autre pas, puis un autre. « Clara !» murmura Lucia. « Clara, ça marche. Continue, ne réfléchis pas, bouge simplement. » Lucia traversa la salle de jeu, ses mouvements encore maladroits, mais authentiques. Elle n'avait plus besoin des barres parallèles. Elle n'avait plus besoin que quelqu'un lui tienne les bras. Le cadre avançait avec elle comme une extension de son propre corps, la soutenant sans la restreindre. Une fois devant la fenêtre, à 12, pas complet de son point de départ, elle contempla le jardin et fondit en larmes. « Je marche, dit-elle, la voix brisée. Je marche vraiment. » Les yeux de Clara s'embuèrent également de larmes. « Tu voles, ma puce. » Dans son bureau, Matteo regardait l'écran, la main posée sur sa bouche. Il avait déjà vu sa fille se tenir debout, l'avait observée faire des pas prudents le long des barres. Mais ceci, c'était autre chose. C'était l'indépendance. C'était la liberté. Vincent se tenait à ses côtés, tout aussi sidéré. « Patron, cet appareil est-il fait d'un porte-manteau ?»« Je crois bien, » dit Matteo d'une voix rauque. « Elle a construit ça avec des débris du débarras. »« Oui, ça... » Vincent s'interrompit, secouant la tête. « C'est impossible. Nous sommes en train de le voir se produire sous nos yeux. » Lucia marchait de nouveau à travers la pièce, sa confiance grandissant à chaque pas. Elle rit même lorsque le cadre resta accroché à un tapis, ajustant son équilibre pour compenser au lieu de chuter. « Elle n'a même plus peur, » dit Matteo doucement. Ce soir-là, Matteo retrouva Clara dans la salle de jeu, en train de ranger ses outils, tandis que Lucia, épuisée mais heureuse, faisait la sieste sur le canapé. Le cadre improvisé se dressait dans un coin, telle une sculpture étrange. Clara. Elle se tourna, surprise de le voir en personne, au lieu qu'il observe depuis son habituel endroit caché. Il avait l'air différent. Sa cravate était desserrée, ses cheveux légèrement en bataille, comme s'il y avait passé ses mains. « Monsieur Rixi, vous avez vu ?»« J'ai vu. » Il s'approcha du cadre, le touchant avec précaution, étudiant sa conception. «
Vous avez construit cela à partir de morceaux de meubles et d'autres objets. Je sais que ça a l'air étrange, mais ça marche. Et je me suis assuré que tout est structurellement solide. C'est brillant. Clara cligna des yeux. Quoi? Matteo se tourna pour lui faire face, et elle vit une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une émotion brute, sans phare. Des orthèses à 10 000 dollars, n'aurait pas pu faire ce que ceci fait. 100 médecin diplômé n'aurait pas pu lui donner ce que vous lui avez offert aujourd'hui. J'ai juste identifié un problème. Non, sa voix était ferme, mais sans dureté. Vous avez vu ma fille, pas une patiente, ni un projet, mais une petite fille qui méritait mieux que ce que tout le monde lui offrait. Il fit une pause, cherchant des mots qui ne lui venaient pas naturellement. Vous lui avez donné quelque chose que personne d'autre n'aurait pu, non seulement la capacité de marcher, mais la conviction qu'elle le pouvait. La gorge de Clara se serra. C'est elle qui a fait le plus dur. J'ai juste fabriqué les outils. C'est là que vous vous trompez. Matteo s'approcha, son expression intense. Tous les autres lui ont donné des outils et lui ont dit d'être reconnaissante. Vous lui avez donné de l'espoir et lui avez dit d'être courageuse. Il y a une différence. Ils restèrent debout dans la lumière de fin d'après-midi, encerclés par des mousses de protection et des boulons éparpillés, avec un enfant endormi et un porte-manteau devenu miracle entre eux. Clara réalisa que son cœur battait plus vite, et non par peur. « Merci, » dit Matteo simplement, avec sincérité, « de m'avoir rendu ma fille. »« Vous ne l'avez jamais perdue, » répondit doucement Clara. Elle était toujours là, attendant juste que quelqu'un la voie. Quelque chose changea dans les yeux de Matteo, de la gratitude, oui, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui coupa le souffle à Clara. Il tendit lentement, avec précaution, et lui toucha la main. « Merci, » reprit-il, et à cet instant, sa main chaude contre la sienne et Lucia respirant doucement en arrière-plan, Clara comprit que quelque chose avait évolué entre eux, quelque chose qui dépassait la relation employeur-employé, la gratitude et le devoir, quelque chose qu'aucun d'eux ne savait encore nommer. Clara sentit que quelque chose avait changé le jour, où elle entra dans la villa, le neuvième jour de son séjour. Les gardes à l'entrée ne la saluèrent pas d'un habituel hochement de tête. Le personnel de cuisine se tut quand elle traversa pour prendre un café. Même Madame Chun, qui s'était adoucie avec elle au cours de la semaine, la regarda avec une expression qui ressemblait à de la pitié. « Tout va bien ?» demanda Clara. Madame Chun jeta un coup d'œil à l'entrée, puis se pencha près d'elle. « Garde la tête basse aujourd'hui, ma petite. Les hommes discutent. »« À propos de quoi ? » ?»« De toi, de ta proximité avec la famille. » Madame Chun lui tapota le bras. « Je suis sûre que ce n'est rien, mais sois prudente. » Le ventre de Clara se tordit, mais elle força un sourire et monta à l'étage. Lucia l'attendait, impatiente d'aller marcher dans le jardin aujourd'hui. C'était tout ce qui comptait. Dans la salle de conférence de l'aile ouest, Tony Marcello se tenait au bout de la table devant huit, des hommes les plus influents de Matteo. Un dossier était ouvert devant lui, contenant le rapport d'enquête sur Clara, désormais trois fois plus épais que l'original. « Je serai bref, » commença Tony. La situation de cette femme de chambre commence à devenir incontrôlable. Le patron semble satisfait, dit Rico, l'un des hommes, avec prudence. Sa fille marche. Où est le problème? Le problème, c'est le timing. Le problème, c'est l'accès. Le problème, c'est que nous laissons une étrangère influencer Matteo à travers sa fille. Tony tapota le dossier. J'ai fait approfondir nos recherches. Clara Bennett, dont le père est décédé en laissant une dette médicale de 73 000 dollars. Elle est à 2 doigts d'être expulsée depuis 6 mois. Soudain, elle décroche un emploi qui paie 3 fois ce qu'elle gagnait à la quincaillerie. Un poste qui la met seule avec la fille unique du patron. « Et vous pensez que quelqu'un l'a acheté ?» demanda un autre homme. « Je pense que c'est opportun, » dit Tony. « Les Costas sont calmes, ces temps-ci, trop calmes. Et ils savent que la faiblesse de Matteo a toujours été sa famille. Quelle meilleure façon de l'approcher qu'à travers quelqu'un qu'il ne soupçonnerait jamais. » « C'est tiré par les cheveux, Tony, » dit Rico. « La fille a réparé des orthèses. Elle ne montre pas exactement une arnaque, n'est-ce pas ?» Tony se pencha en avant. « Réfléchissez. En une semaine, elle est passée d'un membre du personnel invisible à la personne la plus importante de cette maison, après Matteo lui-même. Elle est seule avec Lucia des heures chaque jour. Le patron la regarde comme si elle était la lune, et nous ne savons rien d'elle, à part ce qu'elle nous dit vouloir que nous sachions. » Frank Rossi, qui était resté silencieux jusqu'alors, intervint de manière inattendue. J'ai demandé à l'un de nos experts techniques de vérifier ses relevés téléphoniques. Rien de suspect, mais elle est très prudente. Elle n'utilise presque pas les médias sociaux et appelle rarement qui que ce soit.
Soit elle est exactement ce qu'elle semble être, morne et sans le sou, soit elle est assez intelligente pour ne laisser aucune trace. Alors, que suggères-tu? Demanda Rico, perplexe. Nous enquêtons sur elle, répondit Frank. Le patron piquera une crise s'il la prend, rétorqua un autre. Alors nous ne lui laissons pas la prendre, trancha Tony, refermant le dossier. Nous procédons discrètement, vérification d'antécédents sur toutes les personnes qu'elle a fréquentées, relevés financiers remontant à 5 en 1, et quelqu'un la surveille en dehors des heures de travail. Si elle rencontre des individus louches, si de l'argent circule sans explication, nous le saurons. Et si nous trouvons quelque chose, l'expression de Tony se glaça, alors nous nous en occuperons pour son propre bien. Les hommes échangèrent des regards mal à l'aise, mais personne n'objecta. Ils avaient tous été témoins des miracles de Clara pour Lucia, mais ils avaient aussi vu des hommes anéantis pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. Dans leur monde, la paranoïa n'était pas une faiblesse, mais une question de survie. Clara ignorait tout de cette réunion, mais en ressentait les effets tout au long de la journée. Les gardes, d'ordinaire bavards, la fixaient avec des visages inexpressifs. Vincent, si amical depuis son arrivée, l'ignorait ostensiblement. Les gestes autour d'elle avaient changé, comme si elle était une menace dont on s'écartait prudemment. Pendant le déjeuner, alors que Lucia faisait la sieste, Clara se rendit à la cuisine pour chercher de l'eau et surprit 2 gardes parlant dans le couloir. « Ne fais pas confiance à ça, » dit l'un. « Personne n'est aussi bon sans arrière-pensée. Peut-être qu'elle veut juste aider la gamine. Dans notre milieu, personne n'aide gratuitement. Soit elle est stupide, soit elle manipule tout le monde, et elle n'a pas l'air stupide. » La main de Clara se figea sur la carafe d'eau. Elle resta immobile, retenant son souffle. Tony pense qu'elle pourrait être liée aux Costos. Il dit qu'ils auraient pu la placer ici il y a des mois, attendant la bonne opportunité. C'est peut-être un peu paranoïaque, même pour Tony. Mais peux-tu le blâmer? Le patron est vulnérable en ce moment. Il voit sa fille marcher, et d'un coup, il prend des décisions avec son cœur plutôt qu'avec sa tête. C'est là que les erreurs se produisent. Alors quoi? Nous attendons qu'elle fasse un pas. Nous la surveillons, et si elle fait quoi que ce soit de suspect, n'importe quoi, nous le signalons. Le patron peut lui faire confiance, mais nous n'y sommes pas obligés. Ils s'éloignèrent, leur voix s'estompant. Clara resta seule dans la cuisine vide, le cœur battant. Elle comprenait maintenant, elle s'était trop rapprochée, trop vite, et dans le monde de Matteo, cela faisait d'elle une menace. Une partie d'elle voulait aller affronter Matteo et lui demander s'il la soupçonnait aussi, mais une autre partie, celle qui avait appris à survivre dans un monde jamais juste, lui disait de rester silencieuse et de faire son travail, laisser son travail parler pour elle. Cet après-midi-là, elle emmena Lucia dans le jardin pour la première fois avec le déambulateur. La jeune fille parcourait les allées de pierre, sentant le soleil sur son visage, riant lorsqu'un papillon se posait sur le guidon du déambulateur. « Regarde, Clara, il aime mon déambulateur. Peut-être qu'il reconnaît un miracle quand il en voit un, » sourit Clara. De la fenêtre de son bureau, Matteo les observait. Tony apparut à ses côtés, comme toujours, sans y être invité. « Patron, nous devons parler de... » Tony commença prudemment. « Si c'est à propos de Clara... » Matteo l'interrompit d'une voix sèche. « Je ne veux rien entendre. »« Vous devez l'entendre. Nous menons une vérification complète de ses antécédents. Enquête financière, contact, tout. » Matteo se tourna vers lui, son expression dangereuse. « Je t'ai dit de laisser tomber. Et moi, je te dis que ce n'est pas intelligent. » Tony tint bon. « Tu es émotionnellement compromis. Tu vois ta fille marcher et tu penses que Clara est un ange. Mais si elle ne l'est pas, si elle est exactement ce que les costos enverraient, quelqu'un que tu ne soupçonnerais jamais parce qu'elle aide ta fille. C'est absurde. Vraiment? Parce que de là où je me trouve, on dirait que tu es en train de tomber dans le piège. Peu importe ce que c'est. » Tony marqua une pause. « Je ne dis pas qu'elle est un agent infiltré. Je dis que nous devons être sûrs. Et en ce moment, nous ne le sommes pas. » Matteo regarda de nouveau Clara et Lucia par la fenêtre, la mâchoire serrée. Il voulait rejeter la paranoïa de Tony, mais il ne le pouvait pas complètement, car Tony avait raison sur un point. Il était compromis, et les hommes compromis commettaient des erreurs fatales. « Fais ce que tu dois faire, » dit Matteo calmement, mais discrètement. « Je ne veux pas qu'elle prenne peur et s'enfuit. Et si nous trouvons quelque chose ?» Matteo ne répondit pas, car il ne savait pas ce qu'il ferait si Clara s'avérait être un mensonge. Il savait seulement que cela briserait en lui quelque chose qui commençait à peine à guérir. De l'autre côté de la ville, dans un restaurant qui n'apparaissait sur aucune liste d'inspecteurs sanitaires, Marco Castellano était assis dans un box privé, écoutant un rapport qui changeait toute la donne.
Tu es sûr? Demanda-t-il, faisant tournoyer son vin. L'homme en face de lui, un type maigre nommé Eddie, qui faisait des petits boulots pour diverses familles, hocha la tête avec enthousiasme. Je l'ai vu moi-même, monsieur Castellano. Je faisais des travaux électriques dans la villa à côté de chez Ricci. J'avais une vue imprenable sur le jardin. La gamine marchait, pas avec un déambulateur, pas avec de l'aide. Elle marchait. Le frère de Marco, S, se pencha en avant. La même enfant qui est en fauteuil roulant depuis trois ans. Celle-là même, la fille de Matteo. Et devinez quoi, ce n'est pas un nouveau miracle médical, c'est une femme de ménage, une fille qu'il a engagée il y a quelques semaines. C'est elle qui a fait marcher la gamine. Marco et S échangèrent des regards. Cela faisait 5 ans qu'ils essayaient de trouver un moyen de faire pression sur Matteo Ricci. L'homme était trop prudent, trop protégé, trop intelligent. Il gardait ses affaires suffisamment propres pour éviter l'attention du gouvernement fédéral et sa vie personnelle bien verrouillée. La seule faille dans son armure était sa fille, et même elle était restée inaccessible, toujours dans la villa, toujours entourée de sécurité, toujours intouchable. Mais si elle marchait maintenant? Parle-moi de cette femme de ménage, dit Marco. Eddie sortit son téléphone, montrant des photos qu'il avait prises avec un téléobjectif. C'est elle quelque chose, Bennett? Je crois. Jeune, la vingtaine. Elle est avec la gamine tous les jours pendant des heures. On dit que Ricci s'est beaucoup attaché aux deux. Certains de ses propres hommes sont nerveux à ce sujet. Nerveux? Pourquoi? Nerveux parce qu'ils pensent qu'elle pourrait travailler pour quelqu'un. Ils font des vérifications d'antécédents, la surveillent. Eddie sourit. Ils pensent que nous l'avons peut-être déjà placée là-bas. S rit. On devrait être aussi malin, mais ça me donne une idée. Marco haussa un sourcil. J'écoute. Il y a une soirée caritative vendredi soir. Un grand dîner de donateurs à l'hôtel Grandview. Ricci l'organise chaque année. Une fondation pour les hôpitaux pour enfants. Il ramène toujours Lucia, la montre aux donateurs. Ça le fait paraître humain. S se pencha en arrière, réfléchissant. Par le passé, elle était en fauteuil roulant, facile à sécuriser, mobilité limitée. Mais si elle marche maintenant, elle voudra marcher là-bas. Marco termina, comprenant. Pour montrer à tout le monde ce qu'elle peut faire. Exactement. Et une cible mobile est plus facile à déplacer qu'une en fauteuil roulant. Plus de chaos, plus d'opportunités. S afficha quelque chose sur son téléphone. L'événement compte 300 invités. Beaucoup de familles avec des enfants. La sécurité sera dispersée pour couvrir autant de monde. Marco y réfléchit, retournant les pièces dans son esprit. Matteo Ricci contrôlait le nord de la ville depuis une décennie. Il avait survécu à trois enquêtes du FBI. Deux guerres de gangs et d'innombrables tentatives de saper ses opérations. Il était intouchable parce qu'il ne laissait jamais personne s'approcher suffisamment pour le blesser. Mais sa fille qui marchait, ce n'était pas de la prudence, c'était de l'espoir. Et l'espoir rendait les hommes insouciants. Quel est l'agencement? Demanda Marco. S afficha des plans sur sa tablette. Il était toujours préparé. La salle de bal principale ici, les cuisines sur le côté est, les sorties de service ici et ici. L'hôtel est adossé à une allée, peu de caméras. Si nous frappons au bon moment, nous pourrions la faire passer par la sortie de service et dans un véhicule avant que quiconque ne réalise qu'elle a disparu. Sécurité. Ricci amène généralement 8 hommes plus la sécurité de l'hôtel, mais ce sont des flics de location, pas un problème. Et une fois que nous l'aurons, l'expression de S se glaça. Nous ne lui ferons pas de mal, ce n'est pas le plan. Nous la garderons confortablement, l'utiliserons pour négocier. Ricci se retirera de nos opérations, nous donnera trois territoires, et il récupérera sa fille indemne. Et s'il ne négocie pas, il négociera, affirma S. Tu as vu les images qu'Eddie nous a montrées. Cet homme est différent quand il regarde son enfant. Ce n'est plus le patron froid comme la glace, c'est un père qui vient de retrouver sa fille. Marco sourit lentement. Et c'est sa faiblesse. Eddie se tortilla inconfortablement. Écoutez, je suis juste là pour l'information. Je ne veux pas être impliqué dans... Tu ne le seras pas, dit Marco calmement, faisant glisser une enveloppe sur la table. Considérez cela comme un bonus pour vos excellentes capacités d'observation. Mais si j'apprends que vous avez mentionné cette conversation à qui que ce soit, y compris votre petit ami, votre prêtre ou votre poisson rouge, nous aurons un autre type de conversation. Compris? Eddie attrapa l'enveloppe et partit rapidement, trébuchant presque. Après son départ, S regarda son frère. « Tu es sérieux à ce sujet? Enlever un enfant est une action grave, Marco. Cela nous attirerait une attention que nous ne sommes peut-être pas prêts à gérer. Nous n'enlevons pas un enfant. Nous procédons à une acquisition stratégique. » La voix de Marco était calme, rationnelle. « Pense-y.
Raichi nous serre la vis depuis des années. Chaque port que nous essayons de contrôler, chaque route que nous essayons d'établir, il est là le premier, nous bloquant. Il possède des juges, des policiers, des politiciens. Nous ne pouvons pas le battre en jouant à son jeu. Alors, nous jouons un jeu différent. Es completa. Exactement. Nous prenons la seule chose qu'il ne peut pas remplacer, la seule chose qu'il ne peut pas racheter avec de l'influence ou des menaces. Et nous l'obligeons enfin, à reculer. Marco se servit plus de vin. De plus, c'est poétique. Il utilise sa fille comme un bouclier. Il se fait passer pour sympathique et humain. Nous allons juste emprunter ce bouclier pendant un moment. Et la femme de ménage, si elle est toujours avec la gamine, cela rend les choses plus faciles. Tout le monde surveillera. Reishi surveille ses hommes. Personne ne fait attention à l'aide. Marco sourit. Nous les prenons toutes les deux si nous le devons. La femme de ménage pourrait même être utile. On dirait que la gamine lui fait plus confiance qu'à quiconque. Le lendemain, Marco mit les pièces en mouvement. Des éclaireurs, envoyés à l'improviste, scrutèrent la villa, relevant les schémas de sécurité et les rotations du personnel. Une personne infiltrée au sein de la société de traiteurs hôtelière renseignait sur l'affectation des différentes salles. Mieux encore, une femme avait acquis un billet pour la soirée caritative sous une fausse identité, se présentant comme une riche veuve de Boston, insoupçonnable de tous. Tout se mettait en place comme un mécanisme d'horlogerie. L'après-midi du 10e jour, l'un des éclaireurs de Marco observait, jumelles en main, Clara et Lucia s'exercer à marcher dans les jardins. La petite riait, agrippée à son étrange déambulateur, progressant avec précaution tandis que la gouvernante l'encourageait. « Qu'elle est adorable !» murmura l'éclaireur dans son téléphone. « Vraiment adorable. Presque honte de gâcher cela. » La réplique de Marco ne se fit pas attendre. « Pas de sentimentalité. Continue de surveiller. Je veux connaître chaque détail de la routine de cet enfant. Notre intervention, vendredi, doit être chirurgicale. Compris ? Compris, chef. » L'éclaireur prolongea son observation de quelques minutes avant de s'éclipser. Il ne s'aperçut pas de Vincent, posté à une fenêtre du 2e étage, qui relevait sa plaque d'immatriculation et transmettait l'information. Le piège se refermait des deux côtés, et ni Marco ni Matteo n'avaient de conscience que la véritable surprise viendrait de celle qu'ils sous-estimaient le plus, la gouvernante, qui avait appris à survivre en étant toujours prête au pire. Clara s'attarda ce soir-là, réorganisant la salle de jeu et ajustant le déambulateur de Lucia. Elle se persuadait que c'était pour que tout soit parfait pour la séance du lendemain. Mais la vérité était plus simple. Elle ne voulait pas rentrer seule dans son appartement vide, où le doute risquait de l'assaillir. Il était passé 21 heures quand elle ferma enfin la salle de jeu et descendit les escaliers. La villa était plus silencieuse la nuit, la plupart du personnel étant parti, seuls les gardes effectuant leur ronde. Clara emprunta l'escalier de service pour éviter toute rencontre, ses pas résonnant dans l'espace désert. Elle était à mi-chemin, quand elle entendit des voix provenant du palier inférieur. 2 gardes faisaient une pause. « Je dis juste que le timing est étrange », commenta l'un d'eux. Clara reconnut la voix. C'était Mike, un des jeunes agents de sécurité qui travaillait habituellement à la porte ouest. « Tout est étrange dans ce métier », répondit l'autre. C'était Danny, le partenaire habituel de Mike. « Non, je veux dire vraiment bizarre. Tony a tout le monde en état de paranoïa, vérifiant ses finances, ses amis, même les dossiers médicaux de son père défunt. S'il creuse aussi profondément, c'est qu'il pense que quelque chose ne va pas. » Clara se figea sur les marches, sa main agrippant la rampe. « Peut-être qu'ils sont juste minutieux, » suggéra Danny. « Ou peut-être qu'elle est exactement ce que Tony imagine. Une taupe des Costiano, envoyée pour se rapprocher du patron par l'intermédiaire de sa fille. » La voix de Mike baissa d'un ton. « Réfléchis, la fille n'a rien. Et soudain, elle devient la personne la plus importante de la villa. Le patron la regarde comme... je ne sais pas, comme si elle était spéciale. C'est dangereux. Elle a soigné les jambes de la petite. Vraiment? Ou a-t-elle juste eu de la chance? Et maintenant, elle s'est tellement immiscée dans leur vie que si elle travaille pour quelqu'un, nous sommes tous fichus. » Un silence pesa. « Je dis juste que si ça tourne mal, c'est nous qui en serons responsables. C'est nous qui l'avons regardée se rapprocher sans rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que Tony a dit, on la surveille. Et si elle fait le moindre faux pas? » Clara n'attendit pas la suite. Elle remonta silencieusement les escaliers, le cœur battant à tout rompre, et emprunta un autre chemin pour descendre. Quand elle atteignit enfin sa voiture, ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à insérer la clé dans le contact. Elle conduisit sur pilote automatique, l'esprit tourbillonnant.
Il la prenait pour une espionne. Il scrutait chaque recoin de sa vie, cherchant des preuves qu'elle était ce qu'elle n'était pas. Et si jamais il décidait qu'elle représentait une menace? Clara avait grandi dans le South Chicago. Elle savait ce qui arrivait à ceux qui devenaient des problèmes pour des familles comme les Reach. Au moment où elle atteignit son appartement, un minuscule studio dans un immeuble qui sentait le vieux tapis et les rêves brisés, elle avait pris sa décision. Elle partirait ce soir, ferait ses valises, viderait ses maigres économies et disparaîtrait. Peut-être irait-elle chez sa tante dans le Michigan, ou plus loin, quelque part où l'influence des Reach ne s'étendait pas. C'était le choix intelligent, le choix sûr. Elle commença à sortir des vêtements de son placard, les fourrant dans un sac de sport. Elle enverrait un email de démission demain depuis un ordinateur de bibliothèque. Elle dirait qu'il y avait une urgence familiale. On la remplacerait en une journée. On trouverait quelqu'un d'autre pour aider Lucia. La petite irait bien. Elle avait son père, son déambulateur, les bases pour continuer à progresser. Clara n'avait pas besoin d'être là, et pourtant ses mains ralentissaient, sa détermination vacillait chaque fois qu'elle pensait au visage de Lucia. La façon dont la petite s'illuminerait à chaque nouveau pas, les blagues terribles qu'elle se racontait, la confiance absolue dans les yeux de Lucia quand elle disait « Je sais que tu me rattraperas ». Clara s'assit sur son lit, entourée de sacs à moitié pleins, et mit sa tête dans ses mains. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle vérifia le Judas, tout son corps tendu, s'attendant à voir l'un des hommes de Matteo. Au lieu de cela, elle vit l'impensable. Lucia, debout seule, avec son déambulateur, souriant au Judas, comme si elle savait que Clara la regardait. Clara ouvrit la porte en grand. « Lucia, qu'est-ce que tu... Comment as-tu... » « Vincent m'a amené, » dit Lucia, désignant le couloir où Vincent se tenait, l'air à la fois mal à l'aise et protecteur. « Papa ne sait pas. »« S'il te plaît, ne lui dis rien. »« Tu ne devrais pas être ici, » dit Clara, mais elle les tirait déjà à l'intérieur. Lucia fit rouler son déambulateur dans le petit appartement, regardant autour d'elle avec une curiosité non dissimulée. « Waouh, c'est petit. C'est pas cher, » dit Clara en regardant Vincent. « Matteo est au courant ?»« Pas encore, » admit Vincent. Mademoiselle Lucia a été très persuasive. Elle a dit que c'était une urgence. « C'est une urgence, » déclara Lucia d'une voix ferme. Elle sortit une feuille de papier pliée de la poche de sa veste. « Je t'ai dessiné quelque chose. » Clara prit le papier de ses mains tremblantes et le déplia. C'était un dessin au crayon de cire, simple mais reconnaissable. Deux bonshommes allumettes, un petit et un grand, se tenant la main, tous deux marchant. Au-dessus, Lucia avait écrit de son écriture enfantine appliquée « Moi et Clara, la meilleure équipe du monde ». Quelque chose se brisa dans la poitrine de Clara. « Je voulais te le donner demain, » dit Lucia doucement. « Mais papa a reçu un appel téléphonique et je l'ai entendu dire à Vincent de s'inquiéter pour toi. Et j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai demandé à Vincent de m'amener. » Elle leva les yeux vers Clara avec ses vieux yeux d'adulte. « Tu partais ?» Clara ouvrit la bouche pour mentir mais ne put. « J'y pensais à cause de ce que les gens disent, que tu pourrais être méchante. » La voix de Lucia était factuelle. J'ai entendu les gardes aussi. Ils sont stupides. Ils ont peur. Il y a une différence. Tu as peur ? Clara regarda cette brave et obstinée petite fille qui s'était faufilée à travers la ville pour lui apporter un dessin au crayon de cire. Oui, j'ai peur de toi, de te décevoir, d'être quelqu'un que je ne suis pas, de te laisser tomber. Clara leva le dessin, de perdre ça. Lucia s'avança prudemment, utilisant son déambulateur pour jouer l'équilibre, et serra fort Clara dans ses bras. « Tu ne me perdras pas, je ne te laisserai pas faire. » Clara la serra à son tour, cette petite fille féroce qui avait tant traversé et qui avait encore le courage de faire confiance. Et à ce moment-là, elle sut qu'elle ne pouvait pas partir. Quoi qu'il arrive, quoi que les hommes de Matteo trouvent ou ne trouvent pas, quelles que soient les suspicions de Tony Marcello, elle ne pouvait pas abandonner Lucia. « D'accord, » murmura Clara. « D'accord, je reste. » Lucia recula, rayonnante. « Promis, promis. » Après que Vincent eut ramené Lucia, Clara défit son sac et accrocha le dessin sur son réfrigérateur avec un aimant. Ce n'était que du crayon sur du papier, mais c'était comme une bouée de sauvetage, un rappel que certaines choses valaient moins la peine d'avoir peur. Elle espérait juste vivre assez longtemps pour voir Lucia courir. La tempête s'abattit sur Chicago tel un marteau dans la nuit du 12e, 12 jours. Clara était restée tard, encore une fois, cette fois-ci à la demande de Matteo. Lucia était nerveuse à l'idée de la soirée caritative prévue pour le lendemain, inquiète de trébucher devant tout ce monde. Elles s'exercèrent jusqu'à ce que la petite ait les yeux lourds de fatigue
et Clara l'avait bordé comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. « Tu seras merveilleuse demain, » avait chuchoté Clara. « Je serai juste là avec toi, promis, promis. » Maintenant, Clara rangeait ses affaires dans la salle de jeu quand les lumières vacillèrent. Le tonnerre fit trembler les fenêtres. Elle jeta un coup d'œil dehors et vit le jardin se débattre dans le vent, les arbres se pliant comme s'ils allaient se briser. Puis le courant fut coupé complètement. Les lumières de secours s'allumèrent après quelques secondes, baignant tout d'une faible lumière rouge. Les instincts de Clara lui crièrent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La villa disposait de générateurs de secours. Le courant n'aurait jamais dû être coupé, pas même une seconde. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le jardin. À travers la pluie, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang, des ombres se déplaçant délibérément à travers la tempête, se dirigeant vers la maison, et elles se mouvaient comme des soldats, pas comme du personnel. Clara courut, elle sprinta dans le couloir jusqu'à la chambre de Lucia, son cœur battant à tout rompre. La porte était déverrouillée. Elle entra en trombe et trouva Lucia assise dans son lit, effrayée et confuse. « Clara, qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous cacher maintenant. » Clara tira Lucia du lit, ne se souciant ni du déambulateur, ni des orthèses. « Peux-tu t'appuyer sur moi? »« Je crois que oui, mais pas de question. Fais-moi confiance. » Clara avait passé 10 jours à étudier chaque recoin de cette villa. Elle connaissait des choses que l'équipe de sécurité avait probablement oubliées, y compris les anciens passages de service derrière les murs, construits lorsque cet endroit était un manoir pour des barons du pétrole, qui voulaient bon que les domestiques restent invisibles. Elle porta à moitié Lucia à travers la pièce et poussa une section de boiseries décoratives. Elle s'ouvrit, révélant un étroit vide sanitaire qui courait entre les murs. « Ici !» murmura Clara, aidant Lucia à s'y glisser jusqu'au fond, derrière ses caisses. « Ne fais aucun bruit, quoi que tu entendes, compris ?» Les yeux de Lucia étaient grands ouverts de terreur. « Clara, qu'est-ce qui… » « Je viendrai te chercher quand ce sera en sécurité. Je promets. » Clara lui serra la main. « Sois brave pour moi. » Elle referma le panneau juste au moment où elle entendit des pas dans le couloir, trop nombreux, se déplaçant trop vite. L'esprit de Clara s'emballa. Elle devait prévenir la sécurité. Et à ce moment-là, le système d'alarme de la villa possédait des boutons dans chaque pièce principale, des alarmes silencieuses connectées directement au bureau de sécurité et au téléphone de Matteo. Elle frappa la paume de sa main sur le bouton de panique dissimulé derrière la table de nuit de Lucia, puis jeta un regard frénétique autour d'elle. Les agresseurs allaient fouiller cette pièce en premier. Elle devait leur faire croire que Lucia était partie ailleurs. Clara saisit le fauteuil roulant de Lucia dans le coin et le poussa vers la porte, puis ouvrit brusquement le placard et jeta des vêtements par terre, comme si quelqu'un avait tout ramassé à la hâte. Elle renversa un verre d'eau et laissa la lumière de la salle de bain allumée. Ensuite, elle sortit dans le couloir. Des hommes vêtus de sombre, visages masqués, armes au poing. Le chef la vit et leva son arme. « Où est la fille ?» exigea-t-il. La bouche de Clara était sèche, mais elle s'obligea à paraître agacée plutôt que terrifiée. « Quelle fille? Qui êtes-vous? Je vais appeler la sécurité. La petite riche? Où est-elle? Comment pourrais-je le savoir? Je ne suis que la femme de ménage, » répondit Clara en reculant délibérément, s'éloignant de la chambre de Lucia. Elle est probablement avec son père, son bureau est en bas. Fouillez la pièce, aboya le chef. 2 hommes la dépassèrent. Clara les entendit saccager la chambre de Lucia, renverser des meubles, vérifier la salle de bain. Son cœur battait la chamade. Trouverait-elle le panneau? Lucia resterait-elle silencieuse? Elle n'est pas là, cria l'un. On dirait qu'elle est partie en vitesse. Le fauteuil roulant est près de la porte. En bas, le chef décida. En avant. Alors qu'il commençait à descendre le couloir, Clara fit quelque chose de stupide et de courageux. Elle saisit un lourd vase sur une table d'appoint et le lança contre la fenêtre la plus proche. Le verre vola en éclats et l'alarme, une alarme différente, assourdissante et stridente, déchira l'air. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le chef se tourna vers elle. Clara s'enfuit. Elle les entraîna dans une chasse-poursuite au 3e étage, renversant des meubles, claquant des portes, tout ce qui pouvait les ralentir et faire du bruit. Elle entendit des cris venant d'en bas. La voix de Vincent. D'autres gardes arrivaient. La cavalerie était en route. Elle devait juste survivre jusqu'à leur arrivée. Elle plongea dans un débarras et poussa une étagère métallique devant la porte. Quelqu'un poussa de l'autre côté. « Ouvre cette porte! Venez me chercher !» cria Clara en retour, surprise par sa propre fureur. Ces hommes étaient venus pour Lucia, avaient en terrorisé une enfant dans sa propre maison.
La peur se transformait en rage. La porte se fendit sous leurs coups de pied. Clara saisit la première chose à portée de main, un extincteur, et attendit. Lorsque la porte explosa, elle projeta la mousse directement sur le visage de l'homme de tête. Il recula, maudissant et aveugle. Puis Vincent arriva avec 4 autres gardes, armes au poing. « Jetez vos armes maintenant !» Ce qui suivit fut le chaos. Les intrus tentèrent de se défendre, mais ils étaient en infériorité numérique et dépassés. En quelques secondes, les 4 étaient à terre, désarmés et maîtrisés. Clara glissa le long du mur, tremblante, l'extincteur vide roulant de ses mains. Matteo apparut au bout du couloir, son visage un masque de fureur contenue. Il observa la scène, ses assaillants capturés, ses gardes et Clara assise contre le mur, couverte de mousse d'extincteur et de sa propre peur. Où était Lucia? Sa voix était calme et ferme. Sauve, saine et sauve, parvint à dire Clara. Cachée, je ne les ai pas laissés la trouver. Quelque chose passa dans les yeux de Matteo, du soulagement, de la gratitude, quelque chose de plus intense. Il dépassa ses hommes, dépassa les intrus et s'accroupit devant Clara. Où? Sa chambre, derrière le panneau. Elle est... La voix de Clara se brisa. Elle a peur, mais elle est en sécurité. Matteo toucha son visage doucement, presque avec révérence. Tu l'as protégée, j'avais promis de le faire. Il la regarda un long moment, cette femme féroce qui avait affronté des hommes armés pour protéger sa fille. Et quelque chose de fondamental bascula dans sa poitrine. « Vincent, va chercher Lucia, dit-il sans quitter Clara des yeux, et que quelqu'un apporte de l'eau à Clara, une couverture et tout ce dont elle a besoin. » Alors que Vincent s'éloignait précipitamment, Matteo aida Clara à se relever. Elle chancela, l'adrénaline retombant brutalement, et il la soutint d'un bras autour des épaules. « Tu t'es interposé entre ma fille et des hommes armés, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Courir, se cacher, se sauver. » Sa voix était rauque d'émotion. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es battu pour elle comme si elle était la tienne. » Clara leva les yeux vers lui, cet homme qui terrorisait des villes et qui ne voyait en elle qu'un père reconnaissant. « En quelque sorte, elle l'est, » murmura-t-elle. Et Matteo réalisa avec une certitude absolue qu'il avait été insensé d'avoir jamais douté d'elle. Le matin arriva trop vite, apportant une lumière solaire crue qui donnait l'impression que la nuit dernière n'était qu'un cauchemar que Clara aurait pu imaginer. Sauf les ecchymoses sur ses bras et la façon dont ses mains tremblaient encore lorsqu'elle essayait de tenir sa tasse de café. Elle avait dormi dans l'une des chambres d'amis de la villa. Matteo avait insisté, et elle était trop épuisée pour discuter. Elle se tenait maintenant dans le couloir devant la chambre de Lucia, rassemblant son courage avant d'entrer. Vincent apparut à côté d'elle, l'air fatigué. « Elle te demande depuis qu'elle s'est réveillée. Comment va-t-elle? » Effrayée, courageuse. Et elle pose 1 million de questions. Il fit une pause. « Elle m'a dit ce que tu as fait, l'a cachée, éloigné ses hommes. »« C'était stupide, » offrit Clara faiblement. « J'allais dire héroïque, mais oui, aussi stupide. » L'expression de Vincent s'adoucit. « Le patron veut te voir après dans le bureau. » L'estomac de Clara se serra. « Est-il en colère? Tu as sauvé la vie de sa fille, et tu demandes s'il est en colère ?» Vincent secoua la tête. « Va d'abord voir la petite, elle a besoin de toi. » Lucia était assise dans son lit, son cadre à roulettes positionné à proximité comme une couverture de sécurité. Quand elle vit Clara, son visage se chiffra et elle commença à pleurer. Clara se précipita, la serrant dans ses bras. « Hé, ça va, tu es en sécurité. J'ai eu tellement peur, » sanglota Lucia sur son épaule. « Je les ai entendus crier et casser des choses, et je voulais t'aider, mais tu m'as dit de rester silencieuse. Et tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu es si courageuse. » Clara recula, essuyant les larmes de Lucia avec ses pouces. « Tu es restée cachée et silencieuse exactement comme je l'ai demandé. C'est ce qui t'a gardée en sécurité. Mais tu aurais pu être blessée. Ils avaient tes armes. Lucia, je vais bien. Regarde, pas même une égratignure. » Elle tendit les bras, cachant les ecchymoses sur le dessous. « Et ces hommes sont partis. La sécurité de ton père les a attrapés. Ils ne peuvent pas te faire de mal. » Lucia lui saisit les mains, serrant fort. « Ne pars pas, s'il te plaît. Je sais que les gens disent du mal de toi, mais je m'en fiche. J'ai besoin de toi ici. »« Je ne pars nulle part, » promit Clara. « Pas même des chevaux sauvages ne pourraient m'arracher à toi maintenant. » 2 heures plus tard, Clara se tenait dans le bureau de Matteo, face non seulement à lui, mais à tout son personnel de direction, Tony, Franck, Rico, Vincent
et 6 autres qu'elle reconnaissait de la villa, tous la regardant avec des expressions allant du respect réticent à la curiosité ouverte. Matteo se tenait derrière son bureau, les mains à plat sur la surface, son visage illisible. « Messieurs, j'ai convoqué cette réunion car nous devons aborder un sujet. Voici venir son jugement, pensa Clara. Les accusations, les soupçons, les résultats de l'enquête. La nuit dernière, 4 hommes armés sont entrés chez moi avec l'intention d'enlever ma fille. La voix de Matteo était froide et contrôlée. Ils ont coupé le courant, franchi notre périmètre et atteint le 3e étage. Cela représente un échec de sécurité catastrophique que nous aborderons séparément. Plusieurs hommes se sont agités inconfortablement. Mais ce n'est pas pourquoi vous êtes ici. Les yeux de Matteo retrouvèrent-ils Clara. Vous êtes ici parce que, pendant que notre sécurité s'activait pour réagir, pendant que des professionnels entraînés se mettaient en position, Clara Bennett, une femme de ménage sans formation, sans armes, sans renfort, a caché ma fille, a déclenché l'alarme et a personnellement engagé 4 intrus armés pour gagner du temps pour notre intervention. Le silence était total dans la pièce. Elle a utilisé la diversion, le bruit et un extincteur pour les ralentir. Elle s'est interposée entre ma fille et des hommes qui l'auraient la tuée sans hésitation. Et la mâchoire de Matteo se serra, et certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ont passé la dernière semaine à la soupçonner d'être une menace. Tony s'éclaircit la gorge. « Patron, nous étions juste prudents. Vous étiez paranoïaque et stupide, » le coupa Matteo. Pendant que vous faisiez des vérifications d'antécédents et surveilliez chacun de ses mouvements, Clara était la seule à réellement protéger ce qui compte le plus pour moi. Il se tourna vers Clara, son expression s'adoucissant. « Je vous dois des excuses pour avoir douté de vous, pour avoir permis à mes hommes de vous traiter avec suspicion, pour ne pas avoir fait confiance à ce que je voyais de mes propres yeux. » La gorge de Clara était serrée. « Vous étiez prudent, je comprends. Comprendre ne rend pas les choses justes. » Matteo contourna son bureau, se tenant devant elle. « Ma fille est en vie grâce à vous, 2 fois. Une fois parce que vous lui avez donné la capacité de marcher, et encore une fois parce que vous avez eu le courage de vous battre pour elle au moment le plus critique. » Il se tourna pour faire face à ses hommes. « À partir de maintenant, Clara Bennett n'est pas du personnel. Elle n'est pas une employée. Elle est sous ma protection personnelle, avec tout le poids que cela implique. Quiconque remet en question sa loyauté, quiconque la traite avec moins que du respect, aura affaire à moi. Compris ?» Un chœur de « Oui, patron » emplit la pièce. Tony s'avança, son expression compliquée. « Mademoiselle Bennett, je vous dois aussi des excuses. Je me suis trompé à votre sujet. Ce que vous avez fait hier soir, ça a pris du cran, du vrai cran. » Clara hocha la tête, acceptante. « Vous le protégiez, je comprends. Quand même, je suis désolé. » Tony jeta un coup d'œil à Matteo. « Pour ce que ça vaut, patron, je suis content de m'être trompé. » Après que les hommes y défilaient hors du bureau, Clara et Matteo restèrent belles dans le bureau. La lumière du matin rendait tout irréel, comme s'ils étaient dans un monde différent de l'obscurité de la nuit dernière. « Comment allez-vous vraiment ?» demanda Matteo tranquillement. « Honnêtement, je suis un désastre. Mes mains n'arrêteront pas de trembler. Je ne cesse de rejouer ce qui aurait pu mal tourner, et je ne dors que depuis environ 2 heures. » Clara esquissa un faible sourire. « Mais Lucia est en sécurité, alors je vais bien. Vous n'êtes pas juste bien, vous êtes extraordinaire. » Matteo se rapprocha et Clara eut le souffle coupé. « J'ai connu des soldats, des gardes du corps entraînés, des hommes qui ont passé leur vie à apprendre à protéger des gens. Aucun d'entre eux n'aurait fait ce que vous avez fait. Je n'ai pas réfléchi. Je viens de déménager. C'est ce qui rend la situation extraordinaire. Tu n'as pas calculé les chances ni pesé les risques. Tu l'as simplement protégé. » Sa voix devint plus grave, plus intime. Comme une famille protège les siens. Clara leva les yeux vers lui, cet homme puissant et dangereux qui la regardait comme si elle avait suspendu les étoiles. « Je me sens comme un membre de la famille, » avoua-t-elle. « Je sais que je ne suis là que depuis deux semaines, mais... » Matteo tendit lentement le bras, lui laissant le temps de reculer, et toucha sa joue. « Ce qui compte, c'est d'être là quand ça compte. Et tu étais là. » Il se tenait si près que Clara pouvait distinguer les paillettes dorées dans ses yeux sombres et sentir la chaleur rayonner de lui. L'air entre eux était chargé, empli de choses qu'aucun des deux ne savait exprimer. « L'événement caritatif a lieu ce soir, » dit Matteo doucement. « Je l'annule. »« Non !» s'étonna Clara. « Lucia s'est entraînée toute la semaine. Elle veut montrer à tout le monde ce qu'elle peut faire. Ne laissez pas ces hommes lui enlever ça. » Matteo examina son visage. « Tu irais après ce qui s'est passé hier soir ?»« Je lui ai promis d'être là, » répondit Clara en redressant les épaules. « De plus, vous aurez tous les gardes de Chicago autour de nous. Nous serons en sécurité. »
Un lent sourire, sincère et chaleureux, apparut sur le visage de Matteo. « Nous le serons parce que je vous surveillerai toutes les deux à chaque seconde. » Et à ce moment-là, Clara réalisa qu'entre réparer des orthèses et repousser des intrus, elle avait cessé d'être simplement une femme de ménage dans la maison de Matteo Reacci. Elle était devenue une partie de sa famille. La salle de bal du Grandview Hotel scintillait comme un décor de conte de fées. Des lustres en cristal, des nappes blanches, 300, des donateurs les plus riches de Chicago, vêtus de leurs plus beaux atours. C'était l'événement caritatif annuel de Matteo pour les hôpitaux pour enfants. La seule nuit de l'année où le chef de la pègre le plus redouté de la ville se transformait en philanthrope signant des chèques de 7 chiffres. Clara se tenait en coulisses avec Lucia, ajustant les derniers détails de la robe de la jeune fille. Elle avait passé les deux derniers jours à travailler sur une modification supplémentaire des orthèses, les affinant, les rendant presque invisibles sous l'élégante robe bleue de Lucia. Elle ressemblait moins à un équipement médical qu'à de délicats bijoux en argent autour de ses jambes. « Nerveuse » demanda Clara. Lucia hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. « Et si je tombe devant tout le monde? Alors tu te relèves. C'est ce que font les gens courageux. » Clara s'agenouilla, rencontrant son regard. « Mais tu ne tomberas pas. Tu as marché 100 fois cette semaine. Tu y arriveras. »« Tu marcheras avec moi ?» demanda Lucia. Clara sourit. À chaque étape du chemin. Dans la salle de bal, Matteo se tenait au podium, terminant son discours d'ouverture. Il avait prononcé ce discours une douzaine de fois auparavant, remerciant les donateurs, partageant des statistiques sur les soins médicaux pour enfants, faisant des promesses de financement. Mais ce soir, son esprit était ailleurs. La sécurité était partout. Après l'attaque de la nuit dernière, Vincent avait triplé la présence des gardes. Les frères Castellano avaient été arrêtés ce matin par des agents fédéraux pour des chefs d'accusation non liés. Les connexions de Matteo étaient à l'œuvre. Il ne poserait non plus de problème. Mais rien de tout cela n'était aussi important que ce qui était sur le point de se produire. Avant de commencer le dîner, dit Matteo, sa voix résonnant dans la pièce. Je voudrais partager quelque chose de personnel. La foule se calma, curieuse. Matteo Reacci partageait rarement quoi que ce soit de personnel. Beaucoup d'entre vous connaissent Pete, ma fille, Lucia. Vous l'avez vue à ces événements au fil des ans, toujours dans son fauteuil roulant, toujours souriante malgré tout ce qu'elle a traversé. Il fit une pause, la gorge serrée. Il y a 3 ans, ma famille a eu un accident. J'ai perdu ma femme et Lucia a perdu la capacité de marcher. Les meilleurs médecins du monde m'ont dit de l'accepter, d'aller de l'avant, d'être reconnaissant qu'elle ait survécu à tout cela. Clara regardait depuis les coulisses, sa main tenant celle de Lucia. Mais il y a deux semaines, continua Matteo, quelqu'un est entré dans nos vies qui voyait les choses différemment. Quelqu'un qui a regardé ma fille et n'a pas vu de limites. Elle a vu des possibilités. Quelqu'un qui a eu le courage d'essayer ce que tout le monde disait impossible. Il regarda vers le rideau, ses yeux trouvant ceux de Clara dans l'ombre. Ce soir, je veux que vous rencontriez deux jeunes femmes remarquables. Clara serra la main de Lucia. Prête? Prête? Elles entrèrent ensemble dans la lumière. La foule retint son souffle, un murmure collectif qui parcourut la salle de bal. Car Lucia n'était pas dans son fauteuil roulant. Elle marchait, avançant prudemment mais avec assurance sur la scène. Sa main posée légèrement sur le bras de Clara, non pas pour un soutien, mais pour la compagnie. Les orthèses argentées captaient la lumière du lustre, les transformant en quelque chose de beau, plutôt que de médical. Lucia les portait comme une armure, comme une fierté, comme la preuve que des miracles pouvaient se produire quand quelqu'un se souciait suffisamment d'essayer. Matteo resta figé au podium, regardant sa fille marcher vers lui. Tous les regards de la pièce étaient braqués sur elle, mais lui ne voyait que son sourire, ce sourire pur, joyeux et intrépide qu'il pensait avoir perdu à jamais. Lucia l'atteignit et lâcha le bras de Clara, faisant les trois derniers pas seuls. La salle éclata en applaudissements, mais Matteo l'entendit à peine. Il s'accroupit, rejoignant sa fille à hauteur de regard. « Salut, papa !» dit-elle, sa voix ferme. « Surprise !» Il la serra dans ses bras, la tenant fort, sans se soucier que 300 personnes le regardèrent pleurer. « Tu marches !» murmura-t-il. « Ma petite fille marche. »« Clara m'a aidé, » dit Lucia, se reculant pour le regarder. « C'est la meilleure. » Matteo se leva, gardant un bras autour de sa fille, et fit signe à Clara de les rejoindre. Elle s'avança à contre-cœur, mal à l'aise avec la tension, mais Lucia lui attrapa la main et la tira près d'elle. « Voici Clara Bennett, » dit Matteo, la voix altérée par l'émotion.
Elle est venue travailler pour moi comme femme de ménage il y a deux semaines. Mais ce qu'elle a fait pour ma famille, ce qu'elle nous a donné, dépasse toute description de poste. Il regarda Clara, cette femme extraordinaire qui avait tout changé. Elle n'a pas seulement aidé ma fille à marcher, elle lui a donné de l'espoir, elle lui a rendu son enfance, et elle l'a protégée de sa propre vie lorsque le danger a frappé à notre porte. La foule murmura, confuse par la dernière partie. Mais les personnes importantes, les associés de Matteo disséminés dans la pièce, comprirent parfaitement. À partir de ce moment, déclara Matteo, sa voix portant le poids de l'autorité absolue, Clara Bennett n'est pas une employée, elle est de la famille, l'aide officielle de Lucia, sa tutrice, et la personne en qui j'ai le plus confiance au monde pour la garder en sécurité. Les applaudissements furent assourdissants. Clara sentit des larmes couler sur son visage, submergée par la déclaration publique, par l'acceptation, par le parcours impossible d'une femme de ménage désespérée à un membre chéri de la famille. « Un discours !» cria quelqu'un. Clara secoua frénétiquement la tête, mais Lucia la poussa vers le microphone. « Dis quelque chose » murmura la jeune fille. Clara inspira profondément. « Je ne suis pas douée pour les discours. Je suis juste quelqu'un qui a vu un problème et a essayé de le résoudre. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, la solution la plus chère n'est pas la bonne. Parfois, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas d'un équipement sophistiqué ou de médecins célèbres. Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un qui croit suffisamment en eux pour essayer. » Elle regarda Lucia, qui la rayonnait. Cette jeune fille est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Elle a combattu la douleur, surmonté la peur et n'a jamais abandonné. Je lui ai juste donné les outils. Elle a fait tout le travail acharné. Plus d'applaudissements. Clara recula, en ayant fini avec la prise de parole en public pour toujours. Mais Lucia n'avait pas terminé. La jeune fille regarda son père, avec de l'espièglerie dans les yeux. « Papa, je veux leur montrer quelque chose. » Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Lucia lâcha Clara et Matteo et marcha. Non pas marcha, mais courut presque seule sur la scène. Ses pas étaient rapides et légers, les orthèses bougeant avec elle comme si elle faisait partie de son corps. Elle atteignit le bord de la scène, se retourna et ouvrit les bras. « Regardez ce que je peux faire !» La salle de bal explosa à nouveau, les gens se levant, acclamant cette courageuse jeune fille qui avait conquis l'impossible. Lucia revint en courant, réellement en courant, et sauta dans les bras de son père. Il la rattrapa, la faisant tournoyer, tous deux riant et pleurant en même temps. Clara se tenait à proximité, observant ce père et cette fille qui avaient retrouvé le chemin l'un de l'autre, et sentit son cœur se gonfler de quelque chose qui aurait pu être du bonheur, de la fierté ou de l'amour. Elle était venue dans cette vie-là, désespérée et fauchée, cherchant juste un salaire. Elle avait trouvé une famille à la place, ce que 100 médecins n'avaient pas pu faire. Une femme de ménage déterminée l'avait accompli, non pas par expertise médicale ou équipement coûteux, mais par compassion, ingéniosité et la simple conviction que parfois, les miracles ont juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour essayer. Et ce faisant, elle avait changé toute leur vie pour toujours.